À présent, au débat, le débat qui va revenir aujourd'hui sur la situation en Turquie. Le pays est sous le feu des projecteurs pour de nombreuses raisons. Il y a aujourd'hui le plus grand procès de putschistes présumés qui s'est ouvert à Istanbul. 29 policiers sont jugés pour avoir refusé de défendre Recep Tayyip Erdogan cet été lors de la tentative de coup d'État de la mi-juillet. La purge entamée dans la foulée de ce putsch manqué touche toutes les catégories de la société turque, l'armée et la police en premier lieu bien sûr, mais aussi les employés de la fonction publique ou les journalistes notamment. 41 000 personnes en tout ont fait l'objet d'arrestations dans le pays. Ankara est aussi très impliquée par ailleurs dans le conflit en Syrie, avec notamment un assaut en ce moment contre la ville d'Al-Bab, le fief des djihadistes du groupe État islamique dans le nord du pays. Une bataille difficile pour laquelle la Turquie demande le soutien aérien de la coalition internationale. Et puis il y a également ces fermetures d'écoles de Kurdes, notamment il y a 5 jours à Diyarbakir. Il mène une double bataille, Recep Tayyip Erdogan, à la fois contre le groupe État islamique et contre les Kurdes sur son territoire. Nos invités ce soir pour en parler, Emre Demir, bonjour. Vous êtes journaliste turc, le fondateur et ex-rédacteur en chef de l'hebdomadaire Zaman France, un magazine en langue turque qui fait les frais notamment justement de cette purge, notamment contre la maison mère, le quotidien turc Zaman, qui est associé au mouvement du prédicateur musulman Fethullah Gülen, ex-proche de Recep Tayyip Erdogan. On va y revenir bien sûr. Et puis bonsoir à vous également, Béchir Labidi. Vous êtes spécialiste en questions interculturelles, écrivain et spécialiste et analyste du Moyen-Orient et de l'Europe. Merci à tous les deux d'avoir accepté ce débat. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que Erdogan n'est pas en train de mener trop de batailles à la fois? On le voit à Al-Bab notamment, il est en difficulté. Il a quand même fait une immense purge dans l'armée. 4600 soldats ont été licenciés depuis le coup d'État manqué du 15 juillet. Est-ce qu'il n'aurait pas eu besoin de ses forces justement pour cette bataille, pour cet assaut? Et évidemment, en fait, tous ces problèmes-là, en fait, la guerre en Syrie, la guerre contre les Kurdes, en fait, sur tous les fronts, quand on regarde, tout est lié à la nuit du 15 juillet, en fait, à ce tentative de coup d'État. Or, alors, messieurs, je vous interromps tout de suite. Il y a l'un de vos téléphones qui est en train de faire des interférences et ça va nous gêner dans le débat. Est-ce que vous pouvez vérifier qu'ils sont tous les deux coupés, s'il vous plaît? Merci. Excusez-moi de vous avoir interrompu, Emre Demir. C'est vrai que en fait, tous ces problèmes-là ont été déclenchés après le tentative de coup d'État. Donc, or, aujourd'hui, il y a 6 mois, et que le coup d'État a déclenché, en fait, 3 événements majeurs. Sur le plan politique intérieur, on assiste vraiment à un changement de régime en Turquie. La démocratie parlementaire laïque, telle qu'elle est conçue, créée par Atatürk, va être remplacée par un régime ultra-présidentiel. Sur le plan militaire, comme vous avez évoqué tout à l'heure, la guerre de l'armée turque en Syrie pour empêcher la création d'un État kurde en Syrie, mais aussi pour confronter directement contre l'État islamique. Et donc cette guerre n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas ce tentative de coup d'État, car tous les généraux qui étaient contre cette intervention militaire ont été écartés de l'armée. Et finalement, sur le plan international, on assiste vraiment à un changement géostratégique. La Turquie s'approche de plus en plus vers l'axe russo-iranien et s'éloigne de plus en plus de l'alliance OTAN, de l'alliance occidentale plus globalement. Et que tous ces changements majeurs ont été déclenchés par le tentative de coup d'État, alors qu'aujourd'hui, même si le procès a commencé, nous possédons les mêmes informations que nous possédions il y a 6 mois. Et vous voulez dire qu'on n'en sait pas plus sur les causes, les protagonistes réels de ce putsch, sachant que toujours pas les responsables Recep Tayyip Erdogan pointe Fethullah Gülen, mais on n'a pas de preuves, et lui-même dit qu'il n'y est pour rien. À part de Gülen, on ne connaît pas, par exemple, qui était le leader militaire, qui a donné les ordres, qui était le Conseil de la sécurité de la paix, comme ils ont nommé en fait des putschistes, et qui était composé de combien de généraux? Qui étaient-ils? On ne connaît pas les chiffres. Alors qu'aujourd'hui, l'État turc a purgé plus de 20 000 militaires, officiers de l'armée, et plus la moitié des généraux. Alors que les personnes, selon l'accusation officielle, il y avait un total 1200 militaires et civils qui ont participé à ce tentative de coup d'État. Pourquoi on purge autant de généraux? Donc il y a des questions, des polémiques
qui reste encore, qui anime encore le débat politique en Turquie, et que on a l'impression que le gouvernement cache délibérément en fait toutes ces informations essentielles pour qu'on puisse avoir un tableau global de ce tentative de coup d'État. Est-ce que finalement, ce que vous dites, ce n'est pas que le coup d'État, quels que soient les auteurs réels, sert les intérêts de Recep Tayyip Erdogan? Qu'est-ce que vous en pensez, Béchir Labidi? Écoutez, d'abord, c'est un coup d'État. L'État démocratique qui était là avec des élections. Et puis, tout d'un coup, on a vu dans les rues des villes turques, des victimes, des gens qui ont été bombardés, tués par les putschistes. Donc, organiser quand même des séances pour répondre aux questions devant les juges, ça me paraît absolument normal dans une démocratie. Maintenant, si on ne connaît pas les donneurs d'ordre de ce coup d'État manqué, on connaît au moins les tueurs, on connaît au moins les gens qui étaient liés, soit d'une manière ou d'une autre, à ce coup d'État-là. Et aujourd'hui, il est établi, le peuple turc, il le sait, il établit que ce coup d'État, il a apporté un coup dur à la Turquie. Surtout, vous mentionnez à l'instant que la situation est dramatique à l'échelle internationale. Il y a la menace, bien sûr, des Kurdes, la menace des soi-disant États islamiques. Aujourd'hui, la Turquie, elle est en ligne de front. Donc, dans cette situation extrêmement complexe, avoir un coup d'État, même en mettant à côté l'utilisation politique ou bien l'instrumentalisation, hein, parce qu'il peut y avoir des instrumentalisations politiques de cet événement, ce qui est normal. Mais au-delà de ça, je pense que la réponse de la démocratie turque doit être forte, claire. Il s'agit là de l'intérêt de toute la Turquie et de la région. Vous dites, peu importe qui est derrière le coup d'État, ce qu'il faut faire, c'est juger ceux qui ont été pris sur le fait pour avoir effectivement agi ce jour-là. Absolument. Sans savoir forcément qui est le donneur d'ordre. On verra ça peut-être plus tard. Et en tout cas, Recep Tayyip Erdogan a raison d'agir comme il le fait. Alors, il a raison sur le fond, il a raison. Maintenant, dans les détails, c'est vrai que moi j'ai lu beaucoup de rapports des organisations des droits de l'homme qui font état peut-être de quelques agissements ou bien de quelques dépassements. Quelques dépassements, je me permets quand même d'interrompre. Il y a eu énormément d'arrestations. 100 000 personnes ont été, qui ont été déchues de leurs droits sociaux. 41 000 personnes arrêtées, incarcérées. Des soldats licenciés. Bon, ça, on peut le comprendre dans une certaine mesure. RSF qui vient d'attribuer à la Turquie le titre de plus grande prison à ciel ouvert pour les journalistes. 170 organes de presse fermés depuis le 15 juillet. C'est quand même une très longue liste et ça fait beaucoup d'arrestations, des grosses mesures quand même. Écoutez, cette situation, il faut la rapporter aussi à ce que c'est la Turquie aujourd'hui. Lorsque vous me donnez des chiffres comme ça, il faut pas oublier que la Turquie est quand même 90 millions d'habitants et sur 90 millions d'habitants et des centaines de milliers de soldats et aussi c'est pas la première fois que le coup d'État a eu lieu. Il y a eu des tentatives auparavant en 2013 et aujourd'hui, Fethullah Gülen, le changement de politique de Erdogan, le récent revirement vers la Russie indique d'une manière claire et nette qu'il s'agit là d'une hypocrisie monstrueuse de la part des démocraties occidentales qui n'ont pas protégé la démocratie turque. Aujourd'hui, il y a énormément... Ça veut dire que les Européens, par exemple, auraient dû intervenir en Turquie au moment du coup d'État? Cela voudrait dire que lorsqu'il y a des organisations comme Fethullah Gülen aujourd'hui qui sont un peu partout dans le monde et que tous les Américains et tous les Européens savent pertinemment
de quoi il s'agit, de qui il s'agit, et que ces gens-là, actuellement, ils sont protégés d'une manière ou d'une autre. Par exemple, parce que le président américain Barack Obama refuse de l'expatrier vers la Turquie. Absolument. Dans ce cas, justement, quelles vont être les relations entre Recep Tayyip Erdogan et Donald Trump, notamment sur cette question? Ils seront très compliqués, je pense, parce que aujourd'hui, la Turquie, elle sent qu'elle n'a plus d'alliés fiables. Lorsqu'on est membre de l'OTAN, lorsqu'on a une responsabilité à l'échelle internationale, lorsqu'on est un pays comme la Turquie, qui a quand même le rôle très très important d'aider l'OTAN et l'Europe d'être en face de la Russie, et au moment crucial, on découvre que les Américains, les Européens, souvenez-vous, lorsque le coup d'État a eu lieu, les 3 ou 4 premières heures, donc les déclarations étaient extrêmement molles. Il y avait une sorte d'attente pour voir si le coup d'État arrivait à son terme ou non. Et ça a été un coup très très dur, et pour le gouvernement turc, mais aussi pour la démocratie tout court, parce que lorsqu'on on défend des principes, il faut les défendre dans tous les cas. N'oublions pas aussi qu'il y a eu un autre coup d'État en Égypte, et que la position des Américains et des Européens était extrêmement décevante face à ça, et que Recep Tayyip Erdogan, il a bien pris la leçon de l'Égypte. Alors, sur le sujet des relations avec l'Union européenne, les relations donc, sont fraîches, pour ne pas dire davantage, et ce rafraîchissement des relations, le gel de la procédure d'adhésion à l'Europe qui a été demandé par le Parlement européen en novembre, tout ça, ça favorise un rapprochement avec la Russie. Qu'est-ce que Recep Tayyip Erdogan peut en tirer, selon vous, Emre Demir? Avant tout, en fait, il y a un facteur majeur. Erdogan veut changer la constitution et il veut créer son État propre à lui. Donc, il est en train de d'affaiblir l'appareil de l'État pour réformater à sa botte pour ses intérêts et pour changer la constitution. Donc, pour faire tout ça, il lui faut des mesures draconiennes, un État autocratique. Donc, plus Erdogan devient autocrate, plus Erdogan devient autoritaire, plus il s'éloigne de l'Europe, de l'Alliance occidentale. Donc, tout naturellement, il cherche des autres alliances, et c'est un rapprochement tactique pour Erdogan. Quand il veut se rapprocher avec la Russie, avec l'Iran, avec la Chine, c'est une approche tactique. Et pour Poutine, c'est un rapprochement plus stratégique pour embêter l'Europe. La Russie aussi préfère d'avoir la Turquie dans ses côtés, pour déstabiliser l'Europe, pour déstabiliser l'alliance de l'OTAN surtout. Et que, au fond, en fait, tout est lié, en fait, à la volonté d'Erdogan de changer le régime politique en Turquie. Avoir une alliance, un rapprochement politique, stratégique et même économique avec la Russie, ça va l'aider à faire passer cette république présidentielle ? La Turquie est infiniment liée à l'investissement étranger et surtout l'investissement européen. L'économie turque est intégrée à l'économie européenne. Et donc, c'est difficile de le faire, en fait, de sortir, d'isoler la Turquie de l'Alliance occidentale sans trouver, en fait, une autre alliance économique et politique. Donc, la Russie représente la seule possibilité pour la Turquie, au moins, pour un changement géostratégique. Donc, si on quitte l'Europe, il faut absolument se rapprocher de la Russie. Donc, c'est peut-être le seul remplaçant. Et c'est pour ça qu'Erdogan cherche en fait un certain rapprochement avec Poutine, même s'il se diffère, surtout sur le dossier syrien. Et que je vais ajouter oui, sur le dossier syrien, petite précision pour nos téléspectateurs. Donc, la Turquie est favorable au départ de Bachar al-Assad, alors que la Russie veut le maintenir au pouvoir en Syrie. Pour l'instant. Pour l'instant. On va devoir s'arrêter là, malheureusement. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Béchir Labidi, ainsi qu'à vous, Emre Demir, d'avoir accepté ce débat sur France 24.